Sud Radio, mettez-vous d'accord, 10h30, 13h, Thierry Staner. A, B, C, D, E, F ou G, quel est votre DPE, quel est votre diagnostic énergétique, diagnostic de performance énergétique? C'est important de le savoir, que vous soyez propriétaire ou locataire. On en parle dans quelques secondes avec nos invités. Sud Radio, mettez-vous d'accord, 10h30, 13h, Thierry Staner. Les produits bio sont dans le rouge. Vous êtes-vous détourné des rayons bio sous le coup de l'inflation ou pour d'autres raisons? On en parlera à partir de 12h30 sur Sud Radio. Vous pouvez nous appeler bien sûr pour témoigner, 0826 300 300. Mais d'abord, on va s'intéresser à ces 3 petites lettres qui peuvent devenir un cauchemar pour les propriétaires immobiliers. Le fameux DPE, diagnostic de performance énergétique. C'est un document obligatoire pour vendre ou louer son bien et qui doit estimer la consommation d'énergie et les taux d'émission de gaz à effet de serre. Le résultat tient en une lettre: A, B, C, D, E, F ou G. Le problème, c'est que pour un même appartement ou une même maison, le verdict varie parfois fortement selon l'entreprise qui a réalisé le diagnostic. C'est du moins le constat que font plusieurs associations de consommateurs. Et on va le voir, ce n'est pas sans conséquences. Alors si vous avez vous-même fait réaliser un DPE, si vous avez eu de mauvaises surprises, n'hésitez pas à nous les raconter au 0826 300 300 ou sur la page Facebook de Sud Radio où vous pouvez nous suivre en vidéo. Avec moi ce midi, Éric Alouche, directeur exécutif de ERA Immobilier. Bonjour. Bonjour. Et Christophe Demerson, président de l'Union nationale des propriétaires immobiliers. Bonjour. Bonjour Thierry Staner. Alors commençons par rappeler la méthode théoriquement utilisée pour calculer ce fameux DPE, sachant qu'il y a eu une réforme en 2021. Il n'y a pas si longtemps que ça, Éric Alouche. Oui, c'est ça. Il y a eu une réforme qui visait à rendre les choses un peu plus simples et surtout à fusionner 2 choses qui sont en fait l'énergie qui est utilisée en termes de coûts et puis également son impact sur le gaz à effet sur le réchauffement climatique, donc en tant que gaz à effet de serre. Donc tout ça s'était fusionné de manière à rendre les choses un peu plus simples, un peu plus compréhensible, et effectivement, puisque les 2 sont liés, c'est pas uniquement le coût qui joue, c'est également son impact sur le réchauffement climatique. Bon, les gens regardent d'abord le coût, peut-être. Hein. Oui, ils regardent bien sûr le coût, mais les 2 sont liés, finalement. Oui. Alors, en théorie, c'est infaillible, et pourtant, selon le prestataire que vous faites venir, pour établir ce DPE, ce diagnostic, vous vous retrouvez parfois avec des écarts de 2 lettres, un F au lieu d'un D, par exemple. Christophe Demerson, c'est une mésaventure qui arrive à beaucoup de propriétaires? Alors c'est une mésaventure qui arrive à beaucoup de propriétaires évidemment, mais ce qu'on peut dire quand même en préambule, c'est que les diagnostiqueurs immobiliers dans l'ensemble font bien leur travail. Je ne pense pas que le vrai problème soit le problème des diagnostiqueurs immobiliers. En réalité, le vrai problème, il vient du thermomètre lui-même. C'est-à-dire que les paramètres qui sont pris en compte sont pas vraiment justes et on le voit notamment pour les petites surfaces. Qu'est-ce que vous appelez le thermomètre? Le thermomètre, c'est la manière de juger, les critères qui sont sélectionnés, qui sont choisis dans le mode de calcul pour déterminer une lettre. Alors, une expérience personnelle dont je vais vous faire part. Un diagnostiqueur qui est venu pour réaliser le DPE et qui est resté 10 minutes. C'est possible? Si vous le dites, pourquoi pas, mais ça me surprend, mais pourquoi pas, j'allais dire, mais je pense que le vrai problème est pas là, Thierry. Le vrai problème, comme je vous le dis et j'insiste, c'est surtout sur la manière dont est fabriqué l'outil de mesure. Parce que cet outil de mesure, notamment sur les petites surfaces, il est très impactant et ça n'a rien à voir avec le climat et la justesse. Et puis alors après, il y a des exceptions qui n'ont pas été prises en compte parce que cette réforme a été faite dans la précipitation au mois d'août l'année dernière. Et ce qu'on voit par exemple, je vous donne un exemple tout simple qui peut parler à vos auditeurs. Et Dieu sait qu'on nous a rabâché les oreilles avec l'histoire des grille-pains, des fameux grille-pains, les radiateurs grille-pains, on a froid, grelotte, etc. Vous mettez des radiateurs dernière génération, fluide caloporteur, détecteur de fenêtres ouvertes, de présence, etc. Vous changez, vous faites 2 diagnostics, la lettre, elle ne changera pas d'un dixième de millimètre. Hein. Ouais. Éric Alouche, quelle est la conséquence pour le propriétaire de recevoir un mauvais DPE?
Ah ben puisque maintenant le DPE est opposable, donc c'est très embêtant. C'est embêtant également pour le diagnostiqueur s'il a fait une erreur, puisqu'il engage... Opposable pour le louer, l'appartement ou la maison. Oui, c'est-à-dire en fait quand vous produisez un... Vous avez le droit DPE, d'habiter dedans quand même. Alors bien sûr, mais quand vous produisez un DPE, déjà le professionnel qui a établi ce DPE, s'il y a une erreur, ce qui peut arriver parce qu'on n'est jamais à l'abri d'une erreur humaine, il engage sa responsabilité. De toute façon, il est assuré pour cela. Mais également le locataire qui pourra être victime finalement d'une erreur, le locataire ou le nouveau propriétaire qui pourra être victime d'une erreur aura un recours contre le propriétaire qui évidemment ne manquera pas de se retourner contre le diagnostiqueur parce que n'étant pas un professionnel lui-même, il connaît pas la manière, il sait pas la manière d'établir ses diagnostics. Alors attardons-nous une seconde sur la location. Qu'est-ce qui va devenir interdit en termes de location pour les biens qui ont un mauvais diagnostic? Alors à partir du 1er janvier 2023, c'est-à-dire demain, vous avez l'interdiction... La semaine prochaine, exactement. Vous avez une interdiction de location pour les biens immobiliers qui sont classés G et qui émettent plus de 450 kWh par mètre carré par an. Voilà. Donc ça, ce sera une interdiction de location. Alors évidemment, ce sont les nouveaux baux. C'est-à-dire si vous avez un local antérieur qui a fait l'objet d'un bail antérieur, il n'est pas concerné par ce dispositif. Parce que les baux en cours continuent à pouvoir être occupés. Également, si le diagnostic a été fait entre 2018 et janvier 2018, je crois, et décembre 2021, ces diagnostics restent valables. C'est-à-dire vous avez des anciens diagnostics qui ont été faits sous la mauvaise, pas sous la mauvaise, mais sur une autre sur d'autres critères, il reste valable jusqu'à fin 2024. Ok, donc un propriétaire qui a un bien classé G ne peut plus le louer. S'il est vacant aujourd'hui, ne peut plus le louer la semaine prochaine. Exactement. Et petit à petit, au fil des ans, ça va s'élargir aux autres lettres possibles pour le diagnostic. Alors c'est classé G, mais avec 450 kWh par an, parce que vous avez des G qui sont effectivement inférieurs à ça, et ça c'est plutôt 2025, qui concerne tous les G. Tous les G, 2025. Vous avez 2025, 2028 et 2034 après. F 2028. Voilà. Et E. Et E 2034. Voilà. Donc si on a un diagnostic entre A et D, on est à peu près tranquille pour les années qui viennent. Vous êtes à peu près tranquille pendant un moment, mais ce qui ne résout rien sur le problème que vous allez dépenser de l'argent effectivement pour vous chauffer. Christophe Demerson, si on a un mauvais diagnostic énergétique, je le disais évidemment, on a le droit de continuer à habiter où on habite. On a aussi le droit de vendre son bien, pour autant que le diagnostic soit juste au moment de la vente, mais ça a évidemment un impact sur le prix de vente. De quel ordre cet impact sur le prix de vente? Alors tout va dépendre des surfaces, mais revenons quand même un instant sur les interdictions à la location. Vous savez quand même, on parlait tout à l'heure avec Éric Elouche du manque de logements, notamment dans les grandes villes, et ce qu'on peut quand même dire et dénoncer, puisque c'est quand même dénonçable, c'est que effectivement, il y a beaucoup d'appartements qui vont disparaître de la location dès le 1er janvier, donc la semaine prochaine, et notamment les petites surfaces. Donc qui c'est qui va être impacté? Qui c'est qui habite les petites surfaces? Et bien évidemment, c'est souvent les étudiants. Et donc là, il y a des départs en vacances, il y a des gens qui partent en stage, beaucoup d'étudiants qui partent en stage. Donc là, on va se retrouver tout de suite, on va voir très rapidement des appartements qui vont être interdits à la location, et ça va être encore plus dur pour trouver des appartements dans ces petites surfaces. Ouais, vous me ramenez à ce sujet de la location, on parlera de la vente après, mais pour le coup, effectivement, à Paris, on compterait 40% de logements en F ou en G, et Nanterre ou Épinay-sur-Seine, c'est plus de la moitié des logements qui sont en F ou en G. Donc effectivement, impact sur la possibilité de louer ces biens, ces appartements, et difficulté pour les propriétaires, au-delà du coût que ça peut éventuellement avoir, mais difficulté pour les propriétaires qui sont en copropriété. Comment on fait pour rénover un appartement en copropriété ? Eh ben, alors en copropriété, c'est encore plus compliqué, puisque si vous voulez, les propriétaires occupants, tout de suite, ils sont soumis à aucune législation. Donc en attendant, je veux dire, le propriétaire bailleur, lui, il va être obligé d'attendre et de voir ce que va faire la copropriété. Donc après, il va demander, évidemment, il va faire voir qu'il a voté. Donc nous, on incite les propriétaires bailleurs à voter évidemment ces travaux pour après faire valoir, mais ça c'est un champ d'exception. On attend la totalité de ce qui va se passer, puisque tout a été écrit rapidement, donc on attend de voir effectivement ce qui va se passer. Quand vous dites 40% à Paris, si je vous disais en Creuse, on a 60% du bâti qui est en F et en G, et dans beaucoup de zones détendues, c'est encore pire. Donc et je reviens au prix, que comme vous parliez du prix tout à l'heure, tout va dépendre aussi des surfaces. Si on prend une petite surface, le problème va être très compliqué, puisque les petites surfaces, elles sont souvent au dernier étage ou en rez-de-chaussée.
Et au dernier étage, qu'est-ce qu'on observe? C'est des très petites surfaces. Donc déjà, il va y avoir un problème de surface, puisque en dessous de 9 mètres carrés, vous pouvez plus louer un bien. Et il y a aussi un problème de hauteur, puisque par définition, souvent, c'est des appartements qui sont sous les toits. Donc vous allez plus pouvoir les louer, puisqu'ils n'auront plus la hauteur requise. Je reviens à cette histoire de copropriété, pardon. Si je suis propriétaire de mon appartement et en copropriété et que je veux changer les fenêtres, je peux pas le faire comme ça? Ah ben ça, dans tous les cas, même avant la loi, vous ne pouviez pas le faire comme ça, puisqu'il faut demander une autorisation à la copropriété. En réalité, le vrai problème, lors d'une assemblée générale, le vrai problème, il n'est pas sur le changement de fenêtre. Le vrai problème, il est plus global, puisque est-ce qu'il va falloir une rénovation extérieure? Si c'est à Paris, bon, ben, évidemment, ça ne sera pas possible. Donc, ça va être des travaux intérieurs. Et si c'est des travaux intérieurs, ça va être compliqué aussi, puisque souvent il y a des pièces d'eau qui sont en arrière, etc. Donc là, ça va être vraiment des travaux sur la structure et ça va être compliqué. Et dans tous les cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'on ne sera pas dans les délais. Éric Alouche, on était en début d'émission à 10h30 avec Boris Ravignon, qui est le nouveau patron de l'ADEME, et qui mettait l'accent sur la nécessité de rénover globalement quand on fait une rénovation énergétique, plutôt que par petits bouts. C'est pas que ça sert à rien, mais finalement, le seul bon résultat, on l'obtient quand on fait une rénovation globale. Oui, il a tout à fait raison, puisque il faut une approche globale. L'énergie, c'est pas uniquement les fenêtres, c'est tout. Et notamment l'isolation extérieure, ce que disait notre ami tout à l'heure, c'est qu'effectivement, à Paris notamment, on peut pas faire d'isolation extérieure. C'est extrêmement compliqué. Et si vous faites de l'isolation intérieure, du coup, vous perdez de la surface, notamment pour ces petites surfaces de 9 mètres carrés. C'est dramatique, parce que du coup, vous tombez en dessous de 9 mètres carrés, vous pouvez plus louer. Oui, si vous rajoutez un isolant de 30 cm. Même pas, même 10. 10, oui. Donc il faut avoir une approche globale de tout ça. Donc c'est effectivement le type d'énergie utilisée, c'est l'isolation intérieure, extérieure, les combles, les fenêtres, bien évidemment. En fait, c'est vraiment quelque chose de global. C'est pour ça que l'audit de performance énergétique, il est obligatoire à partir du 1er avril 2023, dans certains cas, est une bonne chose, parce que ça va permettre aux gens d'offrir des solutions, de proposer des solutions. Puisque le vrai problème, il est là. On sait qu'aujourd'hui, il y a 1 million de logements, il faudra rénover 1 million de logements par an. Pour ne plus être passoire énergétique. Est-ce qu'on a la possibilité de le faire ça? C'est là le vrai sujet. Parce que la question, il n'y a même pas de débat sur la question de lutter contre le réchauffement climatique. Le problème, c'est est-ce qu'on peut le faire et comment on peut le faire? C'est d'accompagner, c'est de faire en sorte que les choses soient faisables. Et c'est là où il y a un problème. C'est qu'il n'y a pas eu de consultation suffisamment des professionnels. On a un problème aujourd'hui avec l'étalonnage ou avec les disparités, on va dire, de DPE, parce qu'effectivement, on a des choses qui sont pas tout à fait claires. Tout ça, ça n'a pas été très concerté, ça n'a pas été très bien élaboré. Donc, il faut réfléchir avant plutôt qu'après, parce qu'après, c'est compliqué. Et puis surtout, on a des obligations qui sont couperées, qui sont extrêmement dures, et on peut pas les résoudre. Vous voyez, qu'est-ce qui va se passer derrière? On va faire marche arrière. Donc, c'est un petit peu dommage. À défaut de pouvoir changer les fenêtres, les murs, le toit si on est en copropriété, est-ce que changer de chauffage, de mode de chauffage, c'est une solution pour améliorer son DPE? Alors il faut regarder, ça dépend, parce que est-ce que ça a un impact? C'est là la difficulté, elle est là. C'est est-ce que je vais faire des investissements? Quel va être l'impact de ma performance énergétique? Si de G je passe en F, effectivement que j'ai un investissement qui est lourd, ça n'a pas un intérêt extrêmement important. Vous voyez, donc faut entre un chauffage au gaz et un chauffage électrique, est-ce qu'il y a une différence? Je dis ça parce que GRDF vient de sortir des chiffres selon lesquels les gens abandonnent le chauffage au gaz. GRDF aurait perdu 30 000 clients chauffage. Alors oui, il y a un autre sujet, c'est que le problème du gaz aussi, le problème énergétique aujourd'hui. A priori, on est plus en France, on a plus de facilité avec l'électricité grâce au nucléaire qu'avec le gaz. On sait ce qui se passe en Ukraine actuellement et les difficultés. Après, il faut faire une étude. Je peux pas vous dire comme ça si c'est plus intéressant ou moins intéressant. Il faut faire une étude au cas par cas. Par contre, ce qui est sûr, c'est que les grille-pains, on peut les enlever. On peut les enlever. Et là, les coûts sont pas très élevés sur des chauffages à inertie électrique. Et déjà, c'est quelque chose qui peut être fait pour vos auditeurs. Ça et les fenêtres, c'est quelque chose quand même qui est intéressant. Après, il faut sortir sa calculatrice parce qu'il faut voir effectivement les coûts de tout ça. Il faut voir l'intérêt de tout cela. Christophe Demerson, je reviens à ma question du prix de vente. Si on décide de vendre son logement et qu'il est mal classé en F ou en G, on a le droit. Mais quel est l'impact potentiel sur le prix de vente en pourcentage? Vous avez une idée? Alors encore une fois, tout va dépendre du type de bien. Tout va dépendre du type de bien. Ce que disait Éric tout de suite, si vous êtes sur un petit appartement, l'appartement, il n'aura plus d'aucun intérêt. Il ne vaudra plus rien. Puisque s'il s'avère à 9 mètres carrés ou 9 mètres carrés 50, si vous faites 10 cm d'isolation sur la périphérie,
eh bien, vous aurez plus les 9 mètres carrés. Donc ça, c'est de la surface, c'est des appartements qui vont être définitivement fermés, ou alors ils vont être cassés, on les regroupera avec deux enfants. Enfin, ça, c'est une histoire de temps et de temps long. Alors après, est-ce que les travaux, Eric le disait tout à l'heure, est-ce qu'ils vont être réalisables? Vous avez un grand appartement, pourquoi pas? Et si vous avez un grand appartement qui est mal classé, on peut pas faire une isolation par l'extérieur. Vous prenez tous les immeubles haussmanniens, par exemple, si on parle de Paris, vous pouvez pas faire l'isolation extérieure. Il va falloir regarder à l'intérieur. Mais à l'intérieur, est-ce que ça va être possible? Et facilement, oui, non. Parce que, par exemple, il va falloir refaire tout le réseau électrique, puisque les fils vont être trop courts pour les prises. Il va falloir reprendre toutes les pièces d'eau, puisqu'elles vont être les tuyaux vont être trop courts. Il va falloir démonter la cuisine, il va falloir démonter peut-être les plafonds, les corniches, les moulures. Donc, en réalité, tout va dépendre du type de produit. Et ça, on ne parle pas des exceptions. Par exemple, si vous habitez dans l'Est, si vous habitez à Mulhouse ou à Colmar, et si vous avez des maisons à colombage, qu'est-ce qu'on va faire? Les maisons à colombage, on ne peut pas les isoler par l'extérieur. Si vous êtes dans le Grand Est, encore une fois, vous avez déjà d'origine des maisons bourgeoises, c'était des pays très froids, qui ont déjà des hauteurs sous plafond, qui sont extrêmement basses, puisque justement, à l'époque, les anciens avaient prévu des hauteurs très basses pour pouvoir chauffer facilement les maisons. Et donc des petites ouvertures. Et des petites ouvertures. Donc on va pas pouvoir mettre de laine de verre dans les plafonds. Vous voyez, on va pas pouvoir. Donc en réalité, ça va être au cas par cas. Chaque trimestre, ce sont plusieurs centaines de milliers de DPE qui sont réalisés. C'est un énorme business. Éric Alouche, Oui. C'est combien le prix d'un DPE en moyenne? En moyenne, ça dépend. Ça dépend du type de bien, mais oui. on tourne autour de 150-200 euros en moyenne. Alors, ça dépend des cas, hein, mais effectivement... Un gros business quand même, du coup. Oui, c'est un business, bien sûr. Et à quoi on reconnaît un bon diagnosticien, un bon technicien, et il a une carte professionnelle à vous montrer? Alors, moi, je suis pas diagnostiqueur, mais effectivement, il doit attester déjà de ses compétences, et ensuite, il doit être assuré. Ça me paraît évident. Et puis, ensuite, et peut-être écouter le professionnel aussi de l'immobilier qui connaît, peut-être sur le terrain. Évidemment, il va pas envoyer vers une personne en particulier, mais il connaît un certain nombre de personnes, et donc il y a des gens qui sont plus ou moins efficaces et qui sont reconnus comme ça sur le terrain. Alors, on parlait tout à l'heure du pourcentage de logements qui sont classés en F ou en G. Combien de logements en pourcentage sont classés en A, c'est-à-dire parfait? Très peu. On peut dire qu'il n'y en a pratiquement pas. On peut dire qu'il n'y en a pratiquement pas. Ceux qui sont construits aujourd'hui, même construits aujourd'hui, c'est vraiment très peu. Très peu. Et ce qu'on peut dire aussi, je reviendrai quand même sur ce que disait Éric Alouche, c'est que le problème de ces DPE, c'est que tout le monde est d'accord sur l'objectif. Il n'y a pas de débat, tout le monde est d'accord. Le problème, c'est que normalement, il faut quand même être pragmatique. Aujourd'hui, si on n'est pas pragmatique, je veux dire, là on parle, c'est de l'industrie lourde en réalité. On n'a pas la main-d'œuvre. On n'a pas les matériaux et on a des calendriers qui sont insoutenables. Donc, je veux dire, on fait quoi? On terrorise les Français, on terrorise les propriétaires, on terrorise les propriétaires bailleurs, ça fait de l'anxiété, mais c'est pas sur l'anxiété qu'on va pouvoir construire quelque chose d'intéressant et d'intelligent. C'est dans la négociation, c'est dans la discussion, c'est dans la prise de conscience, et ça, c'est quand même du temps long. C'est pas de matraquer, parce qu'après, on va se retrouver où on aura une réunion chez vous, une émission va se dérouler, ben oui, mais il manque des appartements, qu'est-ce qu'on fait? Merci beaucoup à tous les deux, Christophe Demerson, Éric Alouche, d'être venus sur Sud Radio ce matin nous parler de ce sujet, les DPE, un sujet qui au fond nous concerne absolument tous. Merci. Dans un instant après la pub, on s'intéressera au marché du bio qui bat de l'aile.